Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivain Nicolas Destienne-Dorf à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Petit éloge de la gourmandise, publié aux éditions François Bourin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité, votre dernier livre, Petit éloge de la gourmandise, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme, vos coups de cœur littéraires, cinématographiques plus récents et la musique qui vous accompagne et vous emporte en ce moment en particulier. Quelques questions ayant trait à votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et enfin, là, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez un objet auquel vous êtes attaché. Et si vous en êtes d'accord, je vous demanderai de nous lire quelques pages de votre livre. Nicolas, vous êtes romancier, journaliste et critique musical. Vous avez collaboré au Figaro littéraire, Madame Figaro, Figaro Magazine, Spectacle du Monde, à la revue Classica. Vous êtes un auteur prolixe d'une vingtaine de romans, nouvelles et essais et plus, dont je citerai quelques titres. Othon ou l'Aurore immobile, qui a été couronné par le prix Roger Nimi en 2002, Les orphelins du mal, Les derniers jours de Paris en 2009, Le petit Néo de la conversation en 2009, L'enfant du premier matin en 2011, Les fidélités successives en 2012, La dévoration en 2014, Le dictionnaire amoureux de Paris paru en 2015, La gloire des maudits en 2017. En 2018, vous publiez Le silence et la fureur ayant embrassé le genre du thriller. Vous nous revenez aujourd'hui avec Petit éloge de la gourmandise, publié aux éditions François Bourin. Vous y convoquez avec une très belle et douce nostalgie et d'une plume acérée les souvenirs d'enfance et vos rages du moment. Vous y évoquez tour à tour les abats, le champagne, que vous n'aimez pas, le dépucelage de votre première table étoilée, Marcel, le bistrot au chef flamboyant, McDo, qui a la franchise de son mauvais goût et mérite votre respect, l'art de cuisiner, la nèfle du Japon, sur laquelle peut-être nous reviendrons tout à l'heure, la critique gastronomique et votre ami François Simon, que vous appelez Tonton, l'apéritif, la brasserie Lippe, une société mâle parfaitement burnée, que vous opposez à l'Empire Coste, en passant par les haribots, les figues, les plats canailles, le sablé, la nostalgie des tables et cuisines révolues, la tête de veau de Jean-Pierre Vigato et de son remarquable et regretté Apicius, le tête-à-tête de veau avec votre fils aîné, le cappuccino Nescafé que j'ai eu la chance de tester et goûter. Cher Nicolas, votre livre, véritable arborescence mémorielle et gourmande, est un régal de drôlerie, d'érudition, de nostalgie, d'humour et en creux dresse le portrait d'un homme passionné, passionnant, gourmand, timide et sacrément vivant. Cher Nicolas, pouvez-vous nous parler de ce livre? Quelle en est la genèse? C'est à vous. C'est à moi. Alors la genèse, en fait, c'est très simplement, j'ai été contacté par la maison d'édition François Bourin. En fait, ils ont une collection qui s'appelle Petit éloge, qui a déjà une 10 ou une quinzaine de titres à son actif. Il y a le Petit éloge du running fait par Cécile Coulon. Il y a le Petit éloge du surf de Joël de René. Il y a toutes sortes de choses, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a le baiser, la tendresse. Et moi, l'éditrice, en fait, qui était une amie, savait que j'aimais beaucoup les bonnes choses, que j'avais un léger penchant pour les activités gastronomiques, de gourmandise, le plaisir de la table. Et elle m'a dit, fais-nous un petit éloge de la gourmandise. Et j'ai dit, d'accord, mais je ne voulais pas faire un travail théorique, ou sociologique ou religieux, que sais-je. J'ai dit d'accord, mais je vous fais ça sous la forme d'une sorte de mini dictionnaire amoureux, c'est-à-dire c'est pas un abécédaire mais presque, en fait, où chaque entrée convoque des souvenirs pour parler du plaisir d'un mets, d'une viande, d'un produit, et que ça fasse une forme d'autoportrait par nourriture interposée, c'est-à-dire c'est à la fois très narcissique et totalement revendiqué, très gourmand et totalement égocentré. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur certains chapitres? Alors, la nèfle, dans le désordre. Alors, la nèfle, c'est un fruit que j'aime beaucoup, que les gens connaissent mal, parce qu'il passe peu de temps chez nos marchands de primeurs. C'est un fruit qui vient plutôt d'Afrique du Nord ou même du Japon. C'est une sorte d'abricot agrumeux,
Et c'est en fait, moi, c'est un souvenir d'enfance, c'est vraiment si je puis dire, un fruit méditerranéen. Et il y en avait dans une maison de famille dans laquelle j'ai grandi quand j'étais tout petit, sur les hauteurs de Nice, au-dessus des studios, près des studios de la Victorine. Et c'est un des plus anciens goûts que j'ai dans ma mémoire gustative, justement. Enfin, c'est une sensation. Et chaque fois que j'en mange, et ça c'est proustien, c'est le principe, c'est une petite madeleine. Et puis c'est quelque chose qui correspond exactement à ce moment du printemps où la nature reprend ses droits et où l'instinct reprend ses droits. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette fin de l'hiver où le début du printemps, on ne sait pas, on reste encore un petit peu renfermé sur soi. Et tout à coup, il y a ce moment où un matin, généralement ça se passe un matin, où tout à coup, l'air sent différemment. Il y a quelque chose de palpable dans l'air, dans dans la texture de l'oxygène, même en ville. Et les gens ont un regard différent. Tout à coup, on aperçoit les jambes des femmes, comme dans le film de Truffaut. Enfin, il y a quelque chose, il y a une sorte de sensualité générale qui passe à ce moment-là dans la nature et dans l'esprit, même dans la société. Et la nef arrive exactement à ce moment-là. Donc pour moi, c'est indissociable, de ce réveil général des sens qui arrive au printemps et qui passe. La nef, ça dure un mois. Et quand tout à coup arrive l'été, cette espèce d'effervescence de l'air, de jubilation, ça pèse pour devenir quelque chose de plus lourd, de plus copieux. C'est comme exactement la couleur des feuilles des arbres ou au moment du vert tendre, c'est quelque chose d'incroyablement délicat et subtil. Et après, c'est le bon vert bien épais, un peu épinard des arbres de l'été. Donc voilà. Tout ça pour parler de la nef. Vous dites que c'est une promesse de l'été, d'ailleurs, c'est très très joli. Absolument. Très joli. Alors on va passer à un truc beaucoup plus... Alors les abats. Parlez-nous des abats, parce que quand même, là, il y a un vrai sujet. Les abats, entre les abats et moi, c'est une histoire d'amour depuis très 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 longtemps. On va peut-être aborder le thème de l'andouillette, qui en fait, l'andouillette a été ma porte d'entrée dans l'univers de la tripe. Et j'ai toujours aimé ça. Pas du tout pour le coup pour des raisons idéologiques. Il y a une forme de provocation parce que c'est toujours quelque chose qui dérange un peu les gens, et j'ai un vieux fond provocateur. Et puis ce sont des saveurs plus originales, plus inattendues. C'est un immense univers que les gens connaissent souvent mal parce que ça fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'il faut c'est ce que je dis dans le texte, il faut qu'on puisse identifier et presque incarner une pièce de viande. Là, avec les abats, l'idée que ce soit du foie, du rein, des intestins, ça est quelque chose qui dérange, et les gens n'arrivent pas à faire abstraction de ce qu'était un plat avant de devenir un plat. C'est-à-dire une fois quand la bête était sur pied, ça paraît intolérable de pouvoir se dire que ça finit dans l'assiette. Mais les abats, c'est une passion toujours, c'est une passion familiale. Je fais même partie d'une confrérie qui s'appelle l'Académie des abats. Nous nous réunissons environ une fois tous les 2 mois. Bon, en ce moment, on ne se réunit pas du tout, hélas, dans des restaurants, et on demande à un chef de nous cuisiner des abats d'une façon créative et originale, et ça peut atteindre des sommets de raffinement. C'est juste qu'on a une culture gastronomique en France qui fait qu'on accepte de manger à peu près tout. Un peu comme la cuisine chinoise, c'est-à-dire qu'il y a peu de tabous alimentaires. Et les abats, c'est un pan immense de cette culture. C'est une culture très populaire, les abats, parce que c'est la nourriture qui coûte peu cher, qui est riche en, je crois, enfin, qui n'est pas mauvaise pour la santé, qui n'est pas grasse, contrairement à la charcuterie. Et donc il y a tout un côté j'aime bien la face B des choses, j'aime bien le côté moins connu des univers, même les livres moins connus ou les films moins connus de certains auteurs. Les abats, c'est pareil, c'est un peu la face B la face B de la boucherie. D'ailleurs, les tripiers avant, il y en avait beaucoup. La maladie de la vache folle a été redoutable pour cette corporation. Maintenant, il n'y en a plus que sur les marchés. Si vous cherchez une triperie dans Paris, elle sera toujours associée à une boucherie, charcuterie, tripier. Donc c'est pas, voilà, une fois de plus, c'est encore mon côté nostalgique. J'aime bien, c'est une sorte d'Atlantide de l'univers culinaire. Voilà. C'est un goût que vous partagez avec votre fils aîné, ce que vous dites? Le malheureux, il est un peu, il est à très bonne école. Mais pas que. Oui, non, bien sûr. J'ai des enfants à qui je fais manger à peu près tout depuis qu'ils sont nés. C'est-à-dire que surtout, je leur fais goûter quand je mange des choses étranges, et comme j'ai moi-même des goûts un peu particuliers, je leur dis mais goûtez, et puis donc ils goûtent pas. Il y a une forme de piété filiale, hein. Mais mon fils aîné, Valentin,
Et maintenant, lorsqu'on lui demande quel est son plat favori, il dit la tête de veau et il ne ment pas, parce que quand on va dans des restaurants qui voient la carte, d'abord il pousse des hennissements de bonne en disant papa, il y a la tête de veau, et puis il commande ça. La tronche des serveurs, des garçons de restaurant, des maîtres d'hôtel, quand le petit garçon avec ses lunettes, il a une tête de petit Harry Potter, demande j'ai une tête de veau, monsieur, s'il vous plaît, et la tête des voisins dont les enfants prennent uniquement le menu enfant avec les nuggets ou le steak frites, ils voient arriver cet amas gélatineux avec de la ravigote ou de la gribiche, et le petit garçon qui se jette dessus, qui n'en laisse pas 1 millimètre, et qui prend plaisir à mâcher du groin ou à voir l'oreille qui craque sous sa dent. C'est quand même merveilleux. Effectivement, vous parlez de cœur de poulain, de Absolument. groin de porc, j'adore ça. Alors donc, on va évidemment aller vers l'andouillette, du coup, obligatoirement. Parlez-nous du chapitre sur l'andouillette. Ah bah, l'andouillette, je vous dis, c'est un de mes dépucelages alimentaires. La découverte de l'andouillette, ça m'a fait passer dans un autre monde. Non, c'est tout simplement l'un de mes plats favoris. Je m'en suis fait encore une il y a 3 jours. Alors, j'ai un peu une théorie, vous allez la démentir. C'est quand même un plat assez masculin, parce qu'ils disent que c'est un plat assez clivant. Quand vous allez pour la première fois avec une femme au restaurant, si elle commande une andouillette, pour moi, comme je dis, c'est une promesse de joie et de bonheur, parce que ça prouve qu'elle n'est pas effrayée par ce genre d'univers. Je sais pas, pour moi, l'andouillette c'est à la fois une gourmandise, c'est presque un bonbon, c'est quelque chose de très convivial, moi que je déteste d'ailleurs, mais c'est une sorte de symbole d'amitié, c'est un truc qu'on mange entre soi, parce que c'est que les gens qui se réunissent ensemble pour manger de l'andouillette, c'est un côté club en fait. Oui, c'est presque des affinités électives. Des affinités électives, absolument. J'ai beaucoup de chance, j'aime l'andouillette. Je tiens, voilà, donc je fais partie des la élus, prochaine donc fois. la prochaine fois, on va en déguster une ensemble. Vous parlez du dépucelage, il y a un chapitre donc de votre première table étoilée. Ouais. Et donc aussi vous parlez de votre amitié, donc développez un tout petit peu ça. Ah bah, c'est une histoire vraie. Que j'ai toujours plus à raconter parce que c'était rigolo. J'étais en pension pendant des années et j'avais un camarade avec qui nous avions fait un pari. C'est-à-dire qu'on était en classe de seconde, et on avait monté une troupe de théâtre et on s'était porté candidat pour faire partie d'un festival de théâtre lycéen. Et je lui avais dit un peu par bravade, j'ai dit écoute, si on est sélectionné, je t'emmène dans un 3 étoiles. Et ben on a été sélectionné. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on avait 16 ans, on en faisait 12, on avait des voix de crécelle comme ça. Et j'ai regardé, j'ai trouvé dans le Figaroscope à l'époque un dossier sur les menus du déjeuner des grands étoilés parisiens. Et j'ai vu que Lucas Carton, à l'époque, c'est la grande époque Sandrin, on était en 1991-92, faisait un menu à l'heure du déjeuner à 375 francs à l'époque. Et j'avais été regarder sur mon compte de la caisse d'épargne de Senlis, j'avais exactement de quoi payer le déjeuner pour 2. Et donc on a réservé, on y est allé. Comme j'étais pensionnaire, il a fallu faire ça pendant les périodes de vacances scolaires. Donc c'était un mardi, je crois, du mois d'avril, je sais plus, c'est 91 ou 92. Et on s'est retrouvés tous les deux petits garçons qui tout à coup rentrent dans cette salle de restaurant. Ils nous avaient mis une table tout au fond. Mon ami avait d'ailleurs réservé en imitant le ton de ma mère, en disant oui, mon fils veut fêter son anniversaire avec un ami. Enfin bon, on avait monté tout un truc et on est rentré dans cet endroit. J'étais jamais allé dans ce genre d'établissement, mais c'était resté un fantasme. Et on était comme au spectacle, c'est-à-dire que ce que je dis dans le livre, je me souviens plus exactement de la qualité de ce qu'on a mangé. On était nimbé dans une atmosphère générale, c'est-à-dire que c'était presque en plus ce qu'on était en train de manger. On est rentré dans le film, quoi. On est passé de l'autre côté du miroir, on est entré dans l'écran. Et ça, c'était un souvenir absolument merveilleux. Et alors depuis, j'ai pratiqué beaucoup d'autres 3 étoiles, mais ça reste un moment assez inoubliable. Voilà.